Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux et podcasteuse indépendante. Sur mon compte Instagram Claire Mondré, je partage mes passions et découvertes à travers lesquelles j'ai à cœur de transmettre un mode de vie plus conscient et des conseils bien-être. Avec Slower Stories, je souhaite valoriser les femmes entrepreneurs qui contribuent à rendre demain meilleur grâce à leur activité. Je les invite à raconter leur parcours, leurs différentes expériences et ce qui les anime. On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confient aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Agathe, fondatrice de la marque de parfum 100% naturel pour prendre soin de nos émotions, Ajnalogie. Agathe a baigné dans l'entrepreneuriat et l'olfaction dès l'enfance. J'ai beaucoup aimé l'écouter me raconter la phase avant-projet et la manière dont elle a construit la vision de sa marque. Elle m'explique pourquoi elle a souhaité redonner du sens au parfum et comment elle a réussi à transformer ce geste quotidien que nous faisons presque tous automatiquement en un véritable moment de bien-être. Agathe m'explique aussi comment la spiritualité est entrée dans sa vie, ce que cela a transformé chez elle et comment le développement personnel l'aide en tant qu'entrepreneur. On a aussi échangé autour d'un sujet qui n'était pas prévu et que j'ai trouvé passionnant, le digital nomadisme. Pour terminer, j'ai demandé à Agathe de me transmettre ses meilleurs conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation, j'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonjour Agathe, je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur cette émission de podcast, comment tu vas ? Je vais bien, je me sens honorée de participer à ton podcast, Claire. Oh, merci. Mais moi, je te remercie d'avoir accepté de m'accorder ce temps-là. Tu as passé un bel été ? Oui, très bien. Ouais. Et là, Tu reprends reboosté. Exactement, je replonge tranquillement avec des challenges déjà dans les premiers jours, mais qui me remettent bien dans le bain et qui ont le mérite d'être motivants. C'est positif dans ce cas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Agathe Jacquinet, j'ai 30 ans, je suis l'heureuse fondatrice du mouvement de parfumerie Ajnalogie, qui est un mouvement qui a pour vocation à favoriser l'acceptation et l'amour de soi à travers des parfums 100% naturels pour prendre soin de ses émotions. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi ? Je suis digital nomade depuis quelques mois, depuis janvier en fait. Donc je vais un peu où le vent me porte en ayant fait de mon entreprise quelque chose d'assez nomade en tout cas, grâce à l'aide d'une super logisticienne et voilà d'autres éléments en plus. C'est génial, ce qui veut dire que vraiment tu te laisses porter si tu as des envies de travailler ailleurs. Complètement. T'es pas attachée à un seul et même endroit, c'est ça ? L'idée, voilà, c'est vraiment, j'ai quand même un point fixe qui est très soutenant, ne serait-ce que pour y laisser toutes mes affaires, avoir ma production, avoir un point de chute, ne serait-ce. Bien sûr. Mais en effet, je saisis pas mal d'opportunités qui se présentent et j'essaye de profiter, ne serait-ce que des saisons. De pouvoir se dire tiens, quand il fait beau, je vais au bord de la mer, quand il neige, je vais à la montagne et voilà, j'essaie de suivre un peu le fil des saisons et profiter pleinement de la France puisque c'est principalement en France que je me déplace pour profiter. Et je rajouterais même que c'est aussi
une ouverture business parce que j'en profite aussi pour aller visiter toutes les petites boutiques, les démarcher quand j'ai des coups de cœur. Donc voilà, c'est aussi une belle occasion pour ça. C'est génial, c'est une approche hyper intéressante et j'imagine que ça doit t'inspirer en plus toi par rapport à ton activité. Ouais. Ça doit t'inspirer de ces saisons, de ces villes dans lesquelles tu te poses. Et écoute, j'avais pas forcément prévu de développer ça, mais explique-moi comment on réussit à être digital nomade parce que j'imagine que tu trouves des logements pour les périodes dans lesquelles tu te poses quelque part. Comment tu fais? Eh bien, moi, j'ai un système assez particulier. C'est que le nomadisme chez moi, il est arrivé pour une raison simple. C'est pour des questions de budget, en fait, de finances, on va dire. C'est que quand j'ai commencé à monter mon entreprise, j'allais pas toucher le chômage très longtemps parce que j'avais mis pas mal de temps, en fait, à conceptualiser l'idée, le projet. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour être vraiment flexible avec l'argent. Et du coup, j'ai lâché mon appartement à Paris et je me suis mis, disons, à suivre les opportunités. Et ça a été beaucoup relié aussi, finalement, à des proches, bien sûr, mais qui avaient, disons, des talents particuliers qu'on allait mettre au service d'Agenalogie pendant un temps. Et ça s'est beaucoup tourné autour de ça. Donc maintenant, ça fait 3 ans. Genre, entre-temps, j'ai eu vraiment des périodes où je me suis posée et mon point de chute, en l'occurrence, est chez mes parents, puisque, bon, ils ont aussi leur entreprise sur place, ils gèrent une production, eux aussi, sur place. Donc, voilà, il y a une vraie dynamique ici qui se passe. Mais l'avantage d'aller à droite, à gauche, c'est que, bah, comme tu dis, je m'inspire beaucoup. Et en fait, par exemple, cette année, dans mes plusieurs destinations, c'était des opportunités, parce qu'en fait, au bout d'un moment, mon entourage proche ou même un peu lointain, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que ce soit en soirée, que ce soit autour d'un pique-nique ou autre, j'en viens à dire ça, et c'est hyper régulièrement que les gens me disent ah mais viens à la maison, enfin moi j'habite à tel endroit, Mais c'est génial. et en fait c'est vraiment fort comme tout le monde est hyper accueillant, et quand on saisit ce truc-là, et ben c'est vraiment l'occasion d'aller ouais, bivouaquer à droite, à gauche dans la Ouais. France et se dire, bah tiens, on rencontre des gens, on les rencontre vraiment. Je pense en mars, j'ai été chez une amie du coup de mon copain, en face de Courchevel. Et c'était hyper chanceux parce que du coup on pouvait faire du ski le week-end, la semaine on bossait normalement, et elle est présidente de l'association Ayurveda en France, et c'était vraiment plongé dans son univers. En même temps elle est coach business, donc c'était, enfin, prendre vraiment beaucoup de ses qualités. On s'est tellement échangé de choses pendant un mois, ça a été hyper nourrissant. Mais attends, c'est qui cette personne? Elle Je peux te s'appelle demander ça? Ouais, elle s'appelle Evelyne. D'accord, parce que ça me parlait, je pensais la connaître. Ah D'accord, bah écoute, avec plaisir pour ok. te la présenter. Elle est vraiment Ok, super. Et en l'occurrence, voilà, c'est génial. c'est vraiment des opportunités. Et quand on était là-bas, on a rencontré des gens qui eux-mêmes habitaient à Grenoble, ailleurs, et Hmm. qui nous disaient mais passez, enfin venez quelques jours, venez travailler. Je trouve Et ça ça marche que génial. comme ça. C'est vraiment excellent. Ouais. Ouais. Et puis en plus, toi, ça te permet, je trouve que d'avoir cette expérience-là, on peut avoir plus quand on part en voyage seul, par exemple. Ça te rappelle que ben, finalement, il y a une grande générosité Mm, humaine mm. qu'on n'a pas forcément l'occasion de constater dans son quotidien sédentaire, justement. Vraiment. C'est génial. Et ton compagnon te suit, du coup. Et oui, oui, parce que lui aussi, du coup, est nomade. Mais ce que tu dis avant me fait vraiment écho sur une chose, c'est que même quand on reçoit, c'est parfois, on peut, je pense, être un peu stressé de comment on va rendre. Et moi, je sens que si on extrait l'argent de tout ça, et ben du coup c'était comment depuis du coup toutes ces années je pouvais vraiment me mettre au service de l'humain, ne serait-ce que dans la présence, dans l'accueil, dans si je sens qu'il y a des choses à développer par exemple, ou donner confiance à quelqu'un pour réaliser quelque Ouais. chose. Ben en fait j'ai aussi senti que ça pouvait tellement passer par là
que c'est aussi très très riche comme type d'expérience, de sentir que quelqu'un peut donner quelque chose de finalement très concret et ça peut être échangé contre quelque chose de très énergétique, quoi, finalement, très très impalpable, ouais. C'est génial, ça me parle beaucoup et tu laisses une trace à chaque fois. Ouais. C'est trop bien. Écoute, merci beaucoup de m'avoir partagé ça. Je trouve que c'est vraiment une très belle approche. Est-ce que tu peux me dire comment t'est venue l'idée de créer Agenalogie? Agenalogie, déjà, j'avais depuis, je dirais pas petite, mais presque, l'envie d'être entrepreneur. En tout cas, l'envie d'avoir mon entreprise. J'ai grandi chez mes parents qui ont leur entreprise, mon père me disait très régulièrement, c'est bien d'être son propre patron. Ouais, t'as baigné là-dedans. Voilà, j'ai vraiment baigné là-dedans. Et j'ai eu une très belle expérience en fait professionnelle juste après mes études dans une belle entreprise qui s'appelle Phyto, qui a été créée par Monsieur Patrick Alès et qui m'a beaucoup inspirée. Et c'est vrai que c'était dans le soin capillaire. Moi, j'étais passionnée de parfumerie depuis vraiment toute petite et je savais que c'était là-dedans que je voulais me lancer. Mais j'avais eu cette opportunité de travailler chez Phyto. Et en fait, j'ai enchaîné quelques CDD et au bout d'un moment, je me suis dit, mais si je saisis pas tout de suite ce que j'ai vraiment envie de faire, peut-être que voilà, je vais me réveiller dans 10 ans à me dire, bah qu'est-ce que t'as fichu ça fait 10 ans que tu dis que tu veux travailler dans le parfum et en fait, voilà. Et donc, à bout de même pas un an de CDD qui suivait en fait l'alternance que j'avais faite chez eux, je me suis dit, allez, je me lance, je cherche un boulot dans le parfum. Et en fait, ça m'a très vite rebuté. Il y avait pas mal de choses que j'aimais pas trop, on va dire. Mais surtout, j'avais évidemment cette envie pas si loin en fait, pas si inconsciente que ça. Et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas mon entreprise en fait? Et à ce moment-là, je me suis laissé un peu de temps, je me suis laissé un mois, je suis partie en retraite et j'ai vraiment posé l'intention en retraite de me dire, bah là, je sortirai avec une décision. Est-ce que oui ou non je me lance là-dedans? Et j'ai fait une semaine et à la fin de cette semaine, c'était un grand oui et depuis, j'ai jamais arrêté. C'est génial. C'est une très belle histoire. Tu t'es laissé quand même le temps de voir si c'était pas une idée que tu aurais pu penser peut-être être un peu trop éloignée ou farfelue sur le coup. Tu l'as maturé. Exactement. Ouais. J'ai vraiment pris ce temps parce que parfois on est inspiré par des choses et au final c'est parce qu'en plus si tu veux il y a une chose importante, c'est que je suis pas sortie de mon lit ce matin-là en me disant c'est Agenalogie, c'est cette idée-là et je me suis lancée là-dedans. C'est que je me suis réveillée en me disant je vais décider en fait de devenir patron d'une entreprise et de me lancer et du coup de travailler sur moi parce que c'est essentiel quand on crée son entreprise et c'est devenu, c'est comme si il y avait deux chemins en fait, le chemin du salariat et le chemin de l'entrepreneuriat, et cette décision qui du coup a été mûrement réfléchie, c'était simplement celle de se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat et de se dire est-ce que j'ai envie de faire un pas en arrière? La réponse c'était non. Et du coup, je me suis dit c'est devenu mon nouveau chemin quoi. Et après peu importe la forme que ça allait prendre finalement. D'accord. C'est hyper intéressant. Et du coup, tu t'es lancée comment concrètement? Eh ben concrètement, c'était très intéressant. Ça a été une période à la fois assez longue et assez courte en même temps. Assez longue parce qu'en fait, il y avait beaucoup de temps de maturation, beaucoup de temps d'exploration intérieure, extérieure, de choses qui
presque j'avais l'impression ne servait à rien, tu sais. C'est un moment, je me suis dit tiens, je vais me former sur la lithothérapie, et j'ai commencé à me faire plein de fiches, me former moi-même, tu vois, plein de fiches avec toutes les pierres, les propriétés, les choses, etc. Et puis après j'ai laissé ça de côté, mais en fait tout ça nourrissait vraiment quelque chose, parce que ça m'a aussi beaucoup inspiré, la lithothérapie, dans ce que je fais. Bien sûr. Tout ça nourrissait en fait un projet qui allait se concrétiser, mais voilà, c'était pas évident de trouver le fil conducteur de tout ça. Ensuite, une fois que cette période est un peu passée, j'ai intégré un incubateur de cosmétiques éthiques, et là, disons que ça m'a permis de structurer mon idée et de commencer à structurer ma pensée à tous les niveaux, sur tous les secteurs, sur tous les catégories en fait de l'entreprise. Et ça, je dirais que ça m'a beaucoup aidée, parce que j'ai commencé à avoir une vision assez globale, à pitcher mon projet, voilà, à concrétiser certaines choses. Je commençais aussi à chercher des fournisseurs. J'avais trouvé ma parfumeur avec qui je commençais à avoir un lien aussi très fort, et avec qui je commençais à créer des choses. Donc ça a été vraiment une étape. Ensuite, j'ai fait une autre formation qui s'appelle Gold Up, qui m'a permis de prendre confiance. Ça, c'était vraiment important. C'est marrant parce que la formation, elle est vendue comme quelque chose de très complet, mais moi, ce que j'avais entendu là-dedans, c'était contre le syndrome de l'imposteur, pour vraiment prendre confiance et y aller. Et c'est ça qui m'a parlé. Tout à fait de quoi tu veux parler. Non, mais c'est hyper important. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment parlé. J'y suis allée et j'en suis ressortie, où en fait, je me suis rendu compte que tout était prêt, mais qu'il me manquait, moi, le petit coup de boost qui fait que j'allais y aller. Et après tout ça, j'avais du coup le fameux, ce qu'on pourrait appeler business plan. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, mes idées étaient plus concrètes, même si là encore, j'avais pas de produit, j'avais pas de site, j'avais rien de très finalement concret. Mais j'avais quand même une première aperçu de ce que j'allais devoir faire, de combien ça allait me coûter. Et à ce moment-là, je suis allée voir du coup ma famille, et j'ai levé du love money. Donc moi, en fait, j'ai créé tout ce début d'entreprise avec mes économies. Donc en commençant quand même à faire du développement, mais voilà, on va dire de façon très humaine, très même R&D, quoi, des petites choses pour voir là où j'allais aller. À ce moment-là, du coup, j'ai donc levé du love money, et j'ai commencé à concrétiser les choses, puisqu'en fait, il y a un moment où quand tout est fait sur le papier, il ne faut plus que finalement passer les commandes et y aller, quoi. Voilà. Et oui. Et puis tu vas nous expliquer, mais j'imagine que, en plus, c'était une évidence pour tes parents de te soutenir, et tu vas expliquer pourquoi. Et du coup, Ajnalogie a combien de temps de création ? Eh bien, j'ai commencé vraiment à travailler du coup sur le projet à la sortie de cette fameuse retraite au 3 janvier 2019. Ok. Ouais. Et j'ai lancé en octobre de l'année d'après. Donc j'ai lancé en octobre 2020. Ajnalogie aura 2 ans en octobre 2022. Ouais. Ok, génial. Et t'es contente de ces 2 premières années ? Ouais, je suis très contente. C'est marrant en plus parce que hier soir, j'ai bossé avec un très bon ami qui est ingénieur et qui m'a aidé à créer le diagnostic olfactif que je propose sur le site. Et comme là, je lance une nouveauté, on l'a mis à jour, et c'était super de voir, parce que lui, du coup, a vu l'avant-projet, et il me disait, mais j'en reviens toujours pas qu'Ajnalogie, ce soit concret, que ce soit vrai, que ça existe. Et de voir l'évolution. Ouais, je suis très contente, parce qu'avec Ajnalogie, j'avais 2 rêves. J'adore les intentions. Moi, j'avoue que c'est un truc qui rythme mes années, et beaucoup de choses en plus. J'avais 2 rêves avec Ajnalogie. C'était 1, d'être dans Vogue, et 2, d'être aux Galeries Lafayette. Et depuis peu, je suis dans Vogue à de multiples reprises, et aux Galeries Lafayette, Champs-Élysées et Haussmann. Ouais, je suis très très contente. Ah ouais, c'est formidable. Au bout de 2 ans, c'est une grande fierté. Oui. Et j'avoue que là, du coup, cet été, ça a beaucoup été à la fois
il y a une chose qui est très dure dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de se féliciter, quoi, hein, je trouve, Oui. de nourrir son accomplissement. Et c'est marrant parce que quand j'écoute parfois des entrepreneurs parler, ceux qui par exemple arrêtent et ils disent, tiens, si je changerais une chose, ce serait que je mettrais plus d'attention sur nos succès. Et je me dis, c'est vrai qu'on oublie souvent de se célébrer là-dedans. Et du coup, j'ai vraiment essayé cet été de me connecter à ça le plus possible, même si vraiment, naturellement, je sentais que j'allais dans complètement autre chose. Et c'est quoi la suite? Et c'est quoi la prochaine stratégie? Mais j'essayais vraiment de revenir à ça et de dire, mais waouh, célébrons aussi déjà ce qui est là. Mais j'avais aussi ce truc-là qui disait, bon, bah maintenant que ça s'est fait, qu'est-ce que c'est la suite, quoi? Et j'ai passé l'été à réfléchir à ça pas mal. Je pense que c'est hyper important d'avoir ce recul-là. Souvent, on a un recul négatif en se disant Ah, j'aurais dû faire comme ça, j'ai perdu du temps. Mais c'est tellement important de célébrer ses victoires, justement. C'est clair. Mais c'est pas dans la culture, ni voilà, c'est de fonctionner de cette manière-là. Donc, c'est important de le rappeler et de réussir à l'inclure dans son quotidien. Oui, ouais, c'est vraiment pas Ouais. évident. Ouais, c'est clair. Non, on n'a pas grandi avec ça. Ça commence dès le milieu scolaire, hein, mais je trouve que c'est Ouais. difficile. Alors, je sais pas si tu entends les cloches, mais Oui, un petit peu, oui. ça donnera un petit peu de matière à notre épisode. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la manière dont tu crées tes parfums? Parce que je trouve que c'est un secteur assez fascinant dont on connaît peu de choses. Donc, je suis toute oui. Alors, ouais, j'ai une façon du coup assez singulière de créer les parfums, mais qui finalement colle plutôt avec ma vie en général. Je crois que j'aime bien faire des choses singulières. Je crée des parfums basés sur le principe de l'aromacologie. Déjà, c'est quelque chose de très rare dans le monde de la parfumerie et même le monde des odeurs en général. L'aromacologie, c'est le principe de l'influence des odeurs sur le psyché émotionnel. Et du coup, j'avais envie, déjà en créant ma marque de parfum, de redonner du sens au parfum. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de très vertical dans le monde de la parfumerie, un peu de l'ordre de... Il y a des parfumeurs qui sont là-haut, qui créent des jus pour les gens en bas. Et moi, j'avais envie de redonner quelque chose de très horizontal, de dire... Tiens, mais si je m'intéressais en fait aux besoins des gens, ah tiens, quand ils se parfument, qu'est-ce qu'ils recherchent, et ah tiens, j'apprends que les odeurs ont une influence sur le psyché émotionnel, bah, comment je peux mettre ça au service de tous au quotidien. Et du coup, ça, c'était déjà une grande envie chez moi, c'était vraiment de redonner du sens. Et puis après, je dirais tout naturellement, en fait, il y avait aussi le fait de travailler avec de très très belles matières. Comme je pense quand on est passionné par quelque chose depuis toujours et qu'en plus, voilà, dans ma famille, on fait toujours de la qualité. Il y a vraiment ce truc très très fort. J'avais besoin de travailler avec des matières magnifiques, travailler en 100% naturel, ce qui est très rare en parfumerie, ce qui est très challengeant aussi parce que finalement très peu de gens savent formuler en naturel. Il y a, j'ai envie de dire une liberté, mais c'est vrai, le parfum, il a plus de liberté quand il est 100% naturel parce que un jour il va sentir comme ça et le lendemain il va sentir un peu différemment, peut-être en fonction de la lune, peut-être en fonction de la chaleur, peut-être en fonction de nous comment on se sent aussi. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de très en mouvement. C'est vrai, on n'y pense pas du tout à ça. Hein. Ouais. Mais surtout, je crois que j'avais envie de donner au parfum de la profondeur. Et ça a été très très fort dans le processus de création. C'est que au tout début du projet, j'ai eu la chance de rencontrer Éléonore de Staël, ma parfumeur, celle avec qui je collabore sur les parfums. Et on s'est tout de suite très très bien entendu. On a tout de suite... C'est presque ce genre de relation où on n'a pas trop besoin de parler, on se comprend, quoi. Les choses sont fluides, sont claires. C'est précieux, ça. Ça voilà. n'arrive pas tous les jours. Ouais, je me rends compte a posteriori qu'il y a des choses sur lesquelles on s'était pas forcément
énormément pris la tête, on va dire, et où on était tellement alignés finalement que, enfin, ça coule, quoi, ça coule. Donc, il y avait Éléonore, et je pense que c'est un petit peu relié à ce fameux syndrome de l'imposteur, et puis il y a eu plein d'autres gens. C'est qu'en fait, moi-même, je me suis dit, qui suis-je pour dire quoi que ce soit? Et ça m'a amené à aller chercher des gens géniaux, dans des talents vraiment, pour le coup, révélés, d'aller leur poser 1000 questions sur le pouvoir des odeurs, sur l'histoire du parfum. Donc comme ça, j'ai fait intervenir une historienne du parfum, une chimiste, une aromacologue, une chakra-thérapeute, un ethnobotaniste, un chaman. Et ça a vraiment nourri, c'est-à-dire que moi, j'avais mon brief, j'avais mes envies, j'avais mes intentions de base, et je nourrissais vraiment tout ça avec l'aide d'autres personnes qui, eux, étaient des experts dans leur domaine. Et ça a apporté beaucoup, beaucoup au parfum, aussi parce que ça lui a donné du sens, ça lui a donné de la profondeur de l'histoire. Ça, plus Éléonore et notre sensibilité commune, et Éléonore qui elle-même est quelqu'un je dirais, de très spirituel, d'une certaine façon un peu presque éveillé, et quand on travaille autant avec les odeurs, avec un sens en particulier, ça amène aussi à des connexions à plein de niveaux. Voilà, et donc tout ça fait que voilà, les parfums sont extrêmement singuliers, mais en fait, voilà, il y a tout ça, mais j'avais envie d'une chose aussi, c'est que ce soit relativement accessible. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de ultra perché, et voilà. Et toujours, je me rattrapais comme ça en disant, attends, mais là, le concret, c'est quoi? Le concret, c'est quoi? Et du coup, voilà, d'aller avec tout ça faire quelque chose de un peu simplifié, on va dire, pour que les gens puissent l'utiliser facilement au quotidien et bénéficier pleinement du pouvoir des odeurs, en fait, tout simplement. Et oui, et en fait, trouver le juste équilibre entre ce que tu voulais et ce que tu pensais pour répondre aux besoins, quoi. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est que j'ai aussi, j'ai aussi grandi dans un milieu pas très spirituel, on va dire, et j'avais besoin que même ma famille puisse comprendre ce que je faisais. C'était tout plein de choses très très mélangées en fait, mais qui a fait, à mon sens, un projet qui justement a beaucoup de sens parce que je pense que c'est la clé de la spiritualité aussi, c'est de ramener ça dans son quotidien de façon simple, de façon presque un chemin et des outils, et puis on avance, et voilà. Et quand c'est compliqué, on perd les autres de toute manière. Mm. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire et ton rapport à l'olfaction, justement? Bah ouais, ça c'est un peu marrant comme histoire, c'est parce que du coup moi je viens du monde du vin, du champagne plus précisément, et en fait bah, quand j'étais petite, ne pouvant pas boire, mon père nous faisait tout le temps sentir les vins. Et du coup ma sœur et moi, j'ai une petite sœur, et ma sœur et moi vont vraiment développer un sens aigu, je dirais, de l'odorat à ce moment-là, je pense. En tout cas, moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Et vous demandez de rechercher les Oui, notes? oui, oui, complètement. Ouais, Ouais. c'était les jeux, ouais, c'était de trouver C'est qu'est-ce que ça chouette. sent. Et aujourd'hui, ma sœur est œnologue, et moi, je suis dans le parfum, quoi. On a vraiment pris C'est cette incroyable. voie toutes les deux. Ouais. Puis on a vraiment Ouais, parce que c'est plaisir. pas toujours le cas, hein. Oui, 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 bah oui, complètement. Mais là, comme quoi, ça a vraiment marqué, je pense, notre enfance de façon Ouais. forte. Et d'ailleurs, on a vraiment plaisir quand on se voit à travailler ensemble là-dessus, quoi. Elle travaille un peu sur mes parfums, on va déguster des vins ensemble, on va parler des arômes, et c'est vraiment quelque chose qui nous relie, quoi. Ouais. C'est génial, je trouve. De quoi est-ce que tu t'inspires pour créer justement tes parfums? Beaucoup de choses. La base, ça a été les chakras, puisque en fait, quand j'ai commencé à réfléchir aux besoins de chacun, je me suis dit, tiens, comment je peux savoir quel est ton besoin à toi, Claire, vs mon besoin à moi. On a tous quand même des besoins qui me semblaient être singuliers. Et en fait, c'est vrai que en regardant, en m'intéressant de plus près aux chakras, je me suis dit, mais en fait,
c'est très logique. On a tous ces roues énergétiques dans lesquelles, du coup, circulent des énergies, et j'ai associé ces énergies, en fait, à des besoins, tout simplement. Oui. Donc ça a été vraiment la base de la réflexion, la base du brief que j'ai fait. Et après, ça a beaucoup été Et nourri. d'où la naissance de ton diagnostic en ligne. Ah oui, complètement, ouais. Ça, ouais, c'est vraiment, c'est aussi pas mal venu de là. C'était cette connaissance de l'humain à travers les chakras m'a ouvert beaucoup d'intuition. Et en effet, du coup, j'ai ce diagnostic qui fonctionne très bien, mais en fait, ce diagnostic, il est issu de moi. Et c'est drôle parce que je vois quelqu'un et je vais lui dire, bah, toi, le parfum qu'il te faut, c'est celui-là. Et la personne va me dire, ah bah je vais faire le diagnostic pour vérifier si c'est bien ça. Je lui dis, mais le diagnostic, c'est juste une matérialisation de ma pensée. Et bien sûr. Et du coup, la personne fait le diagnostic, elle dit, ah bah oui, c'est vrai, c'est bien ce que dit le diagnostic. Et là, je me dis, ah yes, il est vraiment bien fait ce diagnostic. Et du coup, tu réponds à ces besoins des chakras par l'aromacologie. Oui, complètement. En fait, j'étudie, moi, les vertus de matières premières et d'odeurs, on va dire. Et ensuite, je les associe enfin, je les associe même pas, en fait. Tout simplement, on prend l'ylang-ylang, qui est une fleur très solaire, très avec son côté assez sensuel. Eh bien, je l'ai mise dans le parfum Désir, qui est le parfum relié au chakra sacré, relié à la lumière, à la créativité, à la sexualité, à la sensualité. Et du coup, c'était de se dire, bah tiens, cette matière conjuguée à toutes les autres. Donc après, voilà, il faut aussi créer Oui. le parfum parfait pour que on puisse aussi avoir ce bénéfice. Mais c'était, ouais, moi j'ai un peu comme rôle de me renseigner sur toutes les vertus des plantes et puis d'inspirer ensuite le reste pour créer ces parfums vertueux. Oui. Donc du coup, tu t'inspires de la nature et des besoins humains, de l'humain. Complètement. Et j'essaie de faire matcher tout ça ensemble, ouais, sous le spectre des odeurs, parce que du coup, c'est là où ça se rejoint. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans mes valeurs, et je dirais même dans mon cahier des charges de création d'Agenalogie, il y avait le 100% naturel, mais il y avait aussi le sourcing éthique. Et le sourcing éthique, en parfumerie aujourd'hui, ça passe par l'équilibre. Mais de toute façon, l'équilibre est important partout, mais c'est-à-dire que on peut aller chercher les matières premières les plus bio, les plus respectueuses de l'environnement, on va dire, et même de l'humain, et malheureusement avoir ce producteur qui est un très mauvais extracteur, et du coup la matière va pas sentir très bon. Mon objectif, c'était vraiment de trouver le juste équilibre entre ces deux choses, quoi, entre à la fois respecter l'humain, ça c'est un essentiel juste absolu, respecter la nature, être bio quand ça respecte aussi très bien notre cahier des charges olfactif, mais aussi avoir de belles matières, quoi, des belles matières qui sentent bon, qui sont bien extraites, qui sentent pas le foin, parce que c'est un peu le risque en naturel aussi. Et donc c'est vraiment trouver le juste équilibre dans tout ça. Et de toute façon, ouais, c'est comme ça un peu partout, je pense. Oui. Et du coup, tu y as un peu répondu, mais je te cite, tu souhaites faire le pont entre le relationnel et le spirituel. Quelles sont tes intentions profondes avec Agenalogie et qu'est-ce que tu souhaites transmettre? Ça rejoint, je trouve, ce qu'on se disait un peu tout à l'heure. C'est que pour moi, faire le pont entre le spirituel et le rationnel, ça s'est justement ouvert quand j'ai commencé à entrer dans le monde plus spirituel, on va dire. Et je me suis trouvé un peu cette clé pour faciliter la compréhension, le discours, essayer de donner des petits outils très simples à des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'en utiliser ou faire conscientiser quelques trucs, voilà, avoir vraiment ce rôle-là. Et avec Agenalogie, j'essaie vraiment de faire ça parce que j'ai pas essayé, et j'aurais pu d'ailleurs, de créer quelque chose qui n'existe pas. Là, je suis partie du parfum, qui est en fait un objet qu'on utilise, qu'on sait utiliser et qui a déjà sa place dans le quotidien de chacun. Et ça, je trouve que c'est une base simple,
à laquelle on peut ajouter énormément de profondeur, énormément de soins, cette mission dont je parlais aussi tout à l'heure, de faire attention à soi grâce à ça, de se demander à chaque fois qu'on va se parfumer comment je me sens aujourd'hui, de respirer pendant qu'on se parfume, de vraiment prendre ce temps, même si c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, chaque matin ou chaque jour, pour prendre soin de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, et ça, c'est un peu ça pour moi aussi, faire le pont entre le rationnel et le spirituel. C'est tellement de choses en plus, mais c'est... Et puis peut-être sortir aussi de... Parce que comme le parfum, c'était quelque chose de très rationnel, nous, c'est un geste qui est devenu automatique, auquel on réfléchit même plus quand on se parfume. C'est comme ça fait partie de la to-do list du matin, de la mise en beauté, voilà. Et là, c'est de conscientiser justement ce que représente le fait de se parfumer. Et je trouve ça vraiment... très très intéressant, ouais. Oui, complètement, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux m'expliquer justement, tu parlais de spiritualité, comment toi tu as mis un pied dedans? Je crois que c'est lors de ton année à New York. Comment ça s'est passé pour toi et voilà, qu'est-ce que ça a transformé en toi? Oui, j'ai découvert à New York, j'ai déjà beaucoup découvert le yoga grâce à une amie qui m'y a emmenée, qui m'a fait vraiment découvrir, qui est devenue professeure de yoga à cette époque. D'ailleurs, c'était en 2014. Donc j'ai fait beaucoup de yoga. Déjà, ça m'a, enfin, ne serait-ce que ça, je trouve ça a ouvert ne serait-ce que se dire, mais je sens ça dans mon corps, je me repositionne mieux, enfin, juste de prendre la conscience du corps, et du coup de plus en être le serviteur, mais presque de créer ce combo entre soi et le corps, de se mettre au service. C'est vraiment super. J'ai découvert un peu la méditation, et je pense aussi que j'ai découvert le Yes Mood, en fait. C'est drôle parce que cet été, j'ai lu Les Cerfs-Volants de Kaboul, et à un moment, le père, il dit à son fils, ici aux États-Unis, ils sont réfugiés aux États-Unis, et il dit, ici aux États-Unis, les gens sont tellement optimistes qu'ils réalisent leurs rêves d'une certaine façon. Et c'est drôle, je trouve que c'est vrai que les Américains nourrissent un optimisme, mais sans fond, sans faille. Et je pense que ça m'a aussi vachement inspirée. Et je suis rentrée en France et j'étais yes girl, et voilà. Et j'avais anticipé mon retour en prenant rendez-vous avec une thérapeute pour faciliter mon retour. Et finalement, elle m'a parlé de ces retraites pour jeunes. Et comme j'étais cette yes girl, j'ai dit bien sûr, je vais y aller. Et puis j'y suis allée. Mais j'y suis allée sans attente, sans me dire je vais vivre un truc exceptionnel, ça va être incroyable ou quoi que ce soit. Je suis vraiment allée en me disant ça va être cool, c'est une semaine de vacances et on verra bien ce qui s'y passe. Ouais. Et au final, cette semaine m'a complètement transformée. C'est fou, c'est un intervenant chaque jour. Le premier intervenant, je m'en rappellerai toute ma vie, donc c'était en 2015. Et le premier intervenant, c'est un gars d'une belle association qui s'appelle l'Art de Vivre, qui est gérée par Sri Ravi Shankar, un maître indien, et puis c'est vraiment une organisation internationale. Et il vient et il nous apprend à respirer. Et moi, je suis là, je me dis tiens c'est marrant et tout, je vis le truc, je suis volontaire, mais voilà, je me dis pas waouh c'est vraiment dingue et tout ça. Deuxième jour, il y a un chaman qui vient, qui nous fait un soin et tout. Et je suis là, incroyable, j'ai jamais vu de chaman de ma vie, c'est vraiment super et tout. Et toute la semaine, ça se passe comme ça. On va faire une randonnée dans la forêt. Il y a un violoncelliste qui nous accompagne, qui joue un violoniste qui nous accompagne, qui joue du violon pendant toute la promenade, qui nous fait danser avec les petites herbes, avec les petites fleurs, avec les trucs. Et vraiment, mais il y a genre tout qui s'ouvre quoi pour moi. C'est une révélation. Moi C'est qui m'attendais à rien, ouais, mais complètement. Et d'ailleurs, je suis revenue. Et je pense après bon, voilà, je sais pas trop, je trouve que c'est un mot assez particulier, mais je pense que j'ai un peu vécu pendant 3-4 mois après cette retraite un vrai sentiment de connexion très forte quoi. Je pense qu'on peut appeler un peu l'éveil, mais c'était juste dingue. J'étais dans
dans la justesse de moi-même, du lien aux autres, du lien à la nature. Enfin, il y a juste tout qui s'était ouvert. Au point même que, donc, à l'époque, je travaillais dans cette fameuse boîte chez Phyto, et je me sentais, parfaitement bien. Et c'est drôle parce que quand on allait à la machine à café et que les gens ils commençaient à raconter leurs petits trucs et tout, moi j'avais du mal à me connecter. J'avais plutôt envie de liens forts avec les gens où on se raconte des choses importantes. Et puis je me rappelle que à ce moment-là, j'ai quand même fait un choix et je me suis dit tiens, finalement, est-ce que c'est pas ça la vie, quoi? Est-ce que c'est pas te raconter aussi Bien des sûr, petites misères à la machine à café tous les jours avec ses collègues, quoi? Et voilà. Et là encore, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah en fait, intérieurement, je fais le choix de revenir à ça, quoi, en fait, de revenir dans quelque chose de plus simple et voilà. Mais du coup, et puis ces retraites, j'en ai fait 1 à 2 par an jusqu'à encore aujourd'hui, puisque maintenant j'en fais encore et je les anime. Ouais, je suis heureuse d'avoir vécu autant de choses qui me font expérimenter, qui ont planté 1000 graines à l'intérieur de moi. Et du coup, ça se relie avec le fait que tu vives comme ça aujourd'hui, ce digital nomadisme. Enfin, on voit que ça t'a vraiment ouvert l'esprit. Ouais. Et du coup, ça a été une telle révélation, cette retraite, que tu le transmets aujourd'hui en faisant partie d'une association, justement, je crois, qui propose des retraites pour les jeunes, c'est ça? Oui, c'est la même association, en fait. Et du coup, je me suis formée auprès d'eux et puis maintenant, en effet, j'anime les retraites des gens qui viennent comme moi, je suis venue il y a plusieurs années. Mais je trouvais que ça m'avait tellement apporté que c'était tellement juste de rendre. C'est une association entièrement bénévole. Même les intervenants qui viennent ne sont pas payés. Il y a les lieux qui nous accueillent font des prix juste géniaux. Il y a juste tellement d'amour et d'envie d'être ensemble entre jeunes autour de valeurs qui nous plaisent, autour de la construction du nouveau monde. Ouais. Et voilà quoi. Et rien que ça, en fait, ça m'anime assez pour avoir envie d'y passer des semaines par an à donner de mon temps. Ouais, ça me nourrit énormément. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Eh bien, j'ai une anecdote qui est très criante sur qu'est-ce qui a changé en moi. Génial, j'adore. Quand j'ai démarré Agenalogie, donc je t'ai dit que j'avais utilisé mes économies, j'avais levé du love money et j'ai fait une campagne aussi de financement participatif. Et à ce moment-là, donc c'est un peu le gros truc parce que il y a rien, il faut qu'il y ait quelque chose pour prévendre en fait des parfums et gagner un peu de sous au préalable pour justement financer les développements. Et donc je passe évidemment des heures et des heures sur ma présentation de Ulule et puis je fais tout jusqu'à la dernière minute et on prévoit du coup chez mes parents une grande fête avec plein de monde pour justement célébrer le lancement de cette campagne de financement participatif, faire découvrir un peu les parfums aux gens, qu'ils puissent précommander sur place, tout ça. Donc on invite, je sais pas, il y a une 60aine de personnes prévues à la maison, il y a tout un truc vraiment, ça fait des jours et des jours qu'on y travaille, et puis que moi je travaille le soir et tout ça sur ma présentation, et puis il est peut-être 22h la veille, je me remets sur ma présentation en me disant bah tiens je termine après que tout soit bien installé pour le lendemain et tout. Et au moment où tout est bon et que je clique sur le bouton en disant allez go c'est en ligne pour demain matin, je reçois un message qui dit super merci votre page sera validée sous quelques jours par nos équipes, on revient vers vous quand ce sera en ligne. Et là je me dis non mais c'est pas possible, c'est une blague. Donc je me mets à pleurer, mais genre vraiment, j'ai été effondrée. Je me dis, on a prévu tout ce truc, c'est énorme. Moi, je communique sur le lancement depuis des jours et des jours. C'est demain, et là, on me dit que non, c'est pas demain. Je rappelle, je ne l'ai pas dit. Contextualise, on est style samedi soir parce que la fête c'est un dimanche.
que Ulule c'est canadien, donc qu'on n'est pas complètement sur les mêmes fuseaux horaires et tout. Et là, je me dis, c'est une blague. Bon, alors je pleure et tout. Je me dis, je suis vraiment nulle et tout. Je me flagelle bien comme il faut. Je me dis, t'es vraiment nulle, Agathe. Bon, et puis il est style minuit et je vais dans ma chambre, je me couche et je me dis, non mais vraiment, t'es trop nulle et tout. Et là, à un moment, je pense, j'essaie de dormir, j'arrive pas. Et là, je me dis, non mais attends, Agathe, t'as pas du tout fait tout ce que tu pouvais là. Et là, je sens en moi un truc qui dit, non mais il faut se donner à 1000% là. Je prends mon portable, je commence à envoyer des messages à Ulule en disant, en leur expliquant toute ma situation. Je commence à chercher les employés de Ulule sur LinkedIn, essayer de chercher leurs contacts, je leur envoie des mails, je leur envoie des messages, je cherche leur numéro de portable et tout. Ah ouais, tu t'es pas résignée du tout. Non, voilà. Je me donne, mais à 1000. Comme je me suis jamais donné de ma vie, je pense. Et je me couche vraiment en me disant, franchement là, Agathe, fière de toi et tout. T'as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Écoute, on verra bien. Peut-être que demain, il y aura pas la présentation, mais t'as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et le lendemain, je me réveille à style 6 heures parce que je suis on fire dans les starting blocks. J'en peux plus d'attendre et je me dis surtout je vais relancer encore les gens toute la matinée parce que les gens arrivent chez moi vers peut-être 11h ou midi et du coup je me dis je vais relancer encore toute la matinée jusqu'à et là je me réveille et je vois votre page est en ligne, genre un mail qui date d'il y a une demi-heure, un truc envoyé à 5h30 du mat. Et là je pleure. Incroyable. Je me dis mais c'est fou quoi. Et vraiment je suis mais émue et tu vois, et je sens en moi juste une fierté si forte que je sais pas, tu vois, je me suis dit mais t'es tellement engagée auprès de toi-même, auprès de ton rêve et ça c'est ça en fait que je retiens le plus. Et tu vois, aujourd'hui c'est très con. Parfois, je suis sur InDesign, je fais un document, tu sais, je ferme mon ordi, le lendemain je le réouvre et le document il a disparu et je me dis oh non l'enfer. Tu vois, ce style de situation où tu perds le document sur lequel tu travailles. Et là, rester calme, c'est très difficile. Ça, c'est horrible. Et en horrible. fait, je me suis mis à aimer ce genre de moment, presque pour ressentir ce truc dans mon ventre qui dit waouh, là tu vois, on challenge ta patience et tout, et là faut y aller, faut le refaire, et quand tu vas le refaire, il sera encore mieux et tout, tu vois. Et je me dis, c'est trop cool. J'ai tellement connu ce genre de situation, et t'as raison en fait, mettre le point dessus, se dire mais oui, tu t'es surpassé. Ouais. C'est ça en fait, c'est le mot, se dépasser totalement. Quand on te met à l'épreuve et que en fait tu dis bah ouais, mais grave je vais le faire, mais bien sûr que je vais la saisir cette épreuve. Mais oui, c'est ce qui vraiment te transforme et te transcende le plus, ouais, exactement. C'est génial. C'est une très belle anecdote. Je te remercie de me l'avoir partagée. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi ? Il y a beaucoup de choses, mais je crois que une des choses qui me marque beaucoup, c'est les gens que je rencontre. Et surtout, ce truc de se dire oh, cette personne, je la trouve incroyable. Et au final, quand je la rencontre, après, je sais pas, quelques temps, je me rends compte qu'elle aussi me trouve incroyable. Et là, je me dis oh, c'est vrai, peut-être que je suis incroyable. Tu vois, c'est ce truc de se dire vraiment... Oui. Je peux rencontrer des gens mais juste géniaux et être amie avec et faire du chemin ensemble et c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. En plus parce que j'ai tendance, je pense, à beaucoup faire les choses par moi-même. J'aime bien me terrer aussi un peu. Je suis très sociable, mais j'aime bien me terrer dans mon coin, faire tout toute seule. J'ose pas trop demander de l'aide. À côté de ça, parfois, j'ose beaucoup en demander, mais voilà, tu vois, j'ai un peu cette ambivalence forte. Oui. Et du coup, quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment... j'adore me baigner dans la présence aussi de l'autre et m'inspirer et échanger et essayer d'être aussi le plus inspirante possible pour l'autre. Et voilà, tous ces échanges-là sont très puissants, je trouve, et sont essentiels, franchement, dans l'entrepreneuriat. Ça fait vraiment écho en moi parce que je suis aussi comme toi. Et ça me nourrit tellement chaque fois que je fais ces rencontres-là.
Et comme tu dis, en fait, c'est vraiment, ça redonne du sens au mot échange quand tu es Mm. avec une autre personne. Parce Ouais. que ça, c'est pareil, c'est un mot que je trouve qu'on sort et qui n'a plus un sens, on pèse plus le sens de ce mot-là. Et quand tu en ressors vraiment enrichi, tu te dis, ah là là, mais c'était génial, c'était vraiment Mm. génial. Et c'est là où Mm. vraiment ça prend tout son sens, ouais. Ouais, C'est vrai que complètement. ça nourrit beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite se lancer, qui souhaite Mm. lancer son projet, tu vois, mais qui n'ose pas? Eh ben, je pense que je dirais de réfléchir déjà un peu. C'est marrant, mais je pense que euh, de réfléchir et de sentir. Je pense que se lancer, moi en tout cas, la façon dont je l'ai perçu, il y avait beaucoup d'intuition. Il y avait beaucoup de naturel dans la façon dont ça s'est fait. Il y avait aussi beaucoup on y va, on donne de l'énergie et tout ça. Mais ouais, je pense déjà sentir que si c'est juste, il y a beaucoup de peurs qui sont là forcément. Je pense il y a quelque chose qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut écouter son besoin de sécurité. Moi, je sais que j'ai beaucoup challengé mon besoin de sécurité. Je le challenge tout le temps d'ailleurs. Enfin, en étant nomade, il faut pas avoir un besoin de sécurité fort. Non, Et c'est certain. je trouve que c'est vrai qu'il faut se connaître et savoir que si c'est là, si c'est fort, ouais, il faut oser se lancer, mais tout en vraiment gardant de la conscience sur ce qu'on fait. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai vu une thérapeute en fait pendant 2 ans quand j'ai commencé à lancer ma boîte. Je me suis dit que c'était important. Elle m'a dit, Agathe, il y a une chose auquel il faut faire très attention, c'est le burn-out de l'entrepreneur. Et c'est vrai qu'il faut toujours faire attention quand on se lance. Chaque décision, aussi petite qu'elle n'y paraisse, va influer sur la suite. Au début, on plante les graines, disons, et je trouve que c'est important de laisser le temps, de pas forcément avoir envie de hurry et de tout sortir tout de suite Ouais. et de tuer le game, quoi. Il faut vraiment laisser le temps et sentir que tout est juste, quoi. De cette décision-là, elle est alignée avec qui je suis et ça aussi et ça aussi et ça aussi. Et moi, honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps à lancer Agenalogie. J'avais l'impression, en tout cas, de mettre beaucoup de temps. Et maintenant que c'est fait et que j'ai quasiment 2 ans d'existence, je me dis, mais au final, c'était pas trop long. Enfin, Non. voilà, ouais. Et c'est un Mm. coach que tu as vu quand tu parles de thérapeute? C'était une psy, D'accord. mais il s'avère qu'elle était un peu coach aussi. Enfin, un peu. Je pense coach aussi. Elle avait beaucoup de casquettes parce qu'elle adorait se former. Donc moi, je suis allée la D'accord. voir avec la casquette de psy. Et en fait, c'était génial parce que parfois, je pouvais lui parler de mes problématiques perso. Et parfois, rien à voir. On se disait, ah, j'ai du mal à m'organiser, moi, sur la généalogie. Elle me disait, ah, bah, ok, tchouk. Et puis, elle me donnait des techniques et tout. C'était vraiment super, quoi. De toute façon, sur certains points, c'est pas si éloigné que ça, hein, Oui, le bah, psy du complètement. coaching, hein, de toute Ouais. manière. Mais ouais, c'est important. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, tu vois, pour justement trouver l'équilibre. Je trouve que ça, c'était vraiment très difficile entre... Parce qu'on se met énormément de pression quand on est en son compte et on se dit Mm. que c'est difficile de se détacher de l'idée que chaque minute, si vraiment tu l'optimises pas, que tu vois, Oui. c'est difficile, C'est hein. clair, c'est clair. C'est Moi aussi, quand j'ai démarré, au bout d'un moment, je commençais à être stressée. Moi, j'ai tendance, c'est marrant, quand je vois une astrologue, une thérapeute, machin, ils me disent tous la même chose. Agathe, vous devez faire attention, vous avez tendance à l'angoisse. Je dis, ah, d'accord, il faut méditer. Ils disent tout le temps ça. Vous avez tendance à l'angoisse, il faut méditer. D'accord. Et quand j'ai commencé, pareil, à bien bosser, on va dire, sur Ajna, je me sentais exactement comme ce que tu dis. Je me disais, mais ça s'arrête jamais, en fait. C'est une roue ouais. qui ne s'arrête jamais. Et je suis allée voir ma mère et j'ai dit, mais maman, enfin, c'est dur, quoi. Et elle m'a dit, ah, mais tu sais, Agathe, être son propre patron, c'est beaucoup plus dur que d'avoir un patron. Parce que quand tu rentres chez toi le soir, ton patron est plus là, alors que là, je peux te dire, il est là, il est tout le temps là. Ah oui, oui. Et tu t'arrêtes jamais de penser Ouais. justement à ton activité. Et c'est là le plus grand challenge, je pense, c'est de réussir ouais, à trouver cet équilibre. Oui, complètement. Et tu vois, du coup, franchement, si je synthétisais en plus ce que j'ai dit avant et ça, c'est que il faut vraiment accepter ce qu'on ressent
et être dans l'accueil, tu vois, dans l'amour, parce qu'on va forcément aller dans ses ombres, on va forcément aller dans ses peurs, on va aussi forcément aller dans sa lumière, et ça fait peut-être parfois aussi peur que les ombres. Ouais. Et il faut vraiment être indulgent avec soi-même et envoyer de l'amour, on se dit, et s'accepter, en fait, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée que le matin, je prends toujours un temps pour me dire, tiens, comment je me sens et tout. Et il y a plein de moments où je me sens pas top. Et je me dis, bah, c'est OK, en fait, j'accueille ça. Et même quand je travaillais moins, enfin, quand j'avais moins de choses à faire, on va dire, tu vois, il y avait même des journées où je travaillais pas et où je me disais, c'est vraiment OK parce que je sens que j'en ai besoin. Et de Exactement. m'écouter à ce point me permettait tellement d'être, tu vois, plus aussi à l'écoute quand j'étais à Donf, quand j'avais un méga rythme et tout, que, enfin, ça s'équilibrait super bien, quoi. Ouais. Ouais, c'est génial que tu y sois arrivé. En tout cas, c'est vraiment très juste, je trouve. Et une quête à avoir parce que ouais, il faut vraiment essayer de ne pas trop se laisser aller dans l'énergie négative. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on peut vite y être, Oui. oui, Ouais, y glisser en tout cas oui. par période. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Agathe enfant? Eh ben, c'est marrant parce que ce que j'ai pensé, c'est pas moi qui parle à la Agathe enfant, c'est la Agathe enfant qui me parle tout le temps. Et en fait, je me suis à un moment très fortement reconnectée à mon enfant intérieur il y a plusieurs années. Et en fait, vraiment, la Agathe enfant, elle est tout le temps avec moi. Et je dirais que elle me dit surtout, t'inquiète, ça va aller et amuse-toi, quoi. C'est génial. Et comment t'as fait pour te reconnecter à ton enfant intérieur? Eh ben, j'ai fait une séance d'hypnose avec un proche. Mais ça m'a pas trop parlé. Moi, je suis assez, voilà, je garde pas mal de souveraineté, on va dire, sur tout ce qu'on me fait dans les soins et tout. Je mets toujours de la protection. Et là, j'en avais pas mal mis, mais le principe m'a bien parlé. Et du coup, 2 secondes après, je me suis un peu éclipsée dans une autre pièce et j'ai refait le processus, mais toute seule. Et c'est fou parce que j'ai vraiment très rapidement reconnecté avec mon enfant intérieur. Et c'est marrant parce que ça m'a reconnecté plusieurs années avant. J'avais fait une méditation avec une amie et à la fin de la méditation, je lui avais dit, t'as vu, c'est marrant, j'ai vu ton enfant intérieur. Et elle m'avait dit, ah bon, et tout, c'est dingue. Et en fait, à ce moment-là de la fois, je me suis dit, en fait, c'était mon enfant intérieur que j'avais vu. Mais tu vois, en fait, j'étais déjà Ouais. connectée un peu. Enfin, c'était là, mais j'avais pas trop mis de la conscience là-dessus, quoi. Et ça s'est fait vraiment très OK. naturellement. Et en fait, très souvent, du coup, je refaisais ce processus-là d'un peu d'hypnose, enfin, qui est, à mon sens, juste aller voir à l'intérieur. Je sais pas, j'ai un petit rituel que j'aime bien, tu vois, je me connecte à mon cœur, j'ai créé un petit escalier dans mon cœur et je descends et en fait, je me transforme en mini-chose qui va voir mon enfant intérieur à côté et puis on D'accord. discute, on papote et tout, mais hyper souvent je le fais, hein, tu sais, et parfois même il y a d'autres parties de moi qui sont là aussi, enfin, et c'est devenu un truc que je fais de façon hyper naturelle. Ouais. Ouais. Et en fait quand j'y vais pas trop et que tu vois j'oublie un peu et voilà et qu'à un moment je me dis oh là là faut que j'y retourne, ah bah là je suis mal reçue. OK. Est-ce que tu dirais avoir retrouvé ta mission de vie? Eh ben oui, enfin je pense que j'ai plein de missions, on a plein de missions, mais je pense que je suis sur un axe qui me ressemble vraiment beaucoup. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est que pour moi, Généalogie, c'est 3 pans. C'est la parfumerie qui est ma passion depuis toute petite. C'est la spiritualité qui m'accompagne depuis plusieurs années et qui est très importante pour moi. Et d'une façon, c'est aussi l'art, la beauté, qui est aussi quelque chose que je nourris beaucoup dans mon quotidien. Et voilà, en tout cas, quand j'ai commencé à créer Généalogie, j'étais vraiment axée et ça m'a permis de faire quelque chose qui me ressemble profondément. Ouais. La mission de vie à travers Agenalogie, elle s'exprime, oui, elle Ouais. s'exprime ma mission J'en de ai bien vie. Ouais. l'impression. Ouais. Alors, on va terminer cet épisode par le traditionnel petit quiz. Je vais te poser des questions. Tu réponds comme tu en as envie. OK? Oui. Une ville qui t'inspire. Eh ben, je dirais New York. Et oui. Un objet indispensable. Et bien là, je dirais aucun,
parce que je travaille beaucoup le détachement et qu'en plus, en étant nomade, je l'ai bien travaillé. Franchement, je pense on pourrait dire le portable et tout, mais moi j'ai un gros kiff, c'est de laisser mon portable dans mon sac pendant 2 jours et de vraiment genre, pas le toucher quand je suis pas obligée d'y être attachée, quoi. Mais j'essaye, en fait, je me disais, c'est fort, si ça. demain je suis sur une île déserte, j'ai vraiment besoin de rien, quoi. J'ai juste... Non, vraiment, je crois que j'ai besoin de rien. Ok, ça c'est une sacrée réponse. Ta plus grande qualité? Eh ben... Je sais pas si c'est en toute humilité, mais je crois que je dirais le leadership. Parce que je sens que au-delà d'être une bonne chef de projet et d'arriver à bien gérer les choses, il y a une chose que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est voir les talents chez les gens. Et j'ai dû être du coup très flexible sur les débuts pour faire avec les moyens du bord, on va dire. Et je sentais que j'arrivais vraiment à être avec quelqu'un et à percevoir son talent et à me dire tiens, est-ce que tu veux m'aider là-dessus? Et cette personne ne faisait pas du tout ça en règle générale, mais voilà, elle en devenait excellente et elle prenait confiance en soi aussi grâce à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup. Ok, d'accord. Est-ce que tu as une mauvaise habitude? Oui, j'adore ne pas écouter alors que je sais ce qui est bon pour moi. Mon côté rebelle. Parfois, on me dit, à l'intérieur, ça dit, tu devrais faire ça. Et il y a de mon autre côté qui dit, ouais, bah, je m'en fous. Mais j'aimerais bien arrêter de faire ça, hein, mais pour l'instant, j'ai du mal. Tous. Ouais. Très difficile. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager? Autre que celui du coup qui est très joli, celui que tu nous as partagé pour te reconnecter à ton enfant intérieur. Ouais, bah, j'en ai plusieurs. Bon, déjà, évidemment, il y a ceux que j'ai créés avec les parfums, qui sont des vrais rituels pour se reconnecter à soi et à ses émotions. Mais je pense qu'il y en a un que j'utilise quand même depuis ces fameux moments où j'ai appris à respirer. C'est quand je sens le stress ou juste que c'est nécessaire, je respire avec le ventre. La respiration abdominale, en fait, tout simplement, je la trouve juste ultra puissante. Moi, en tout cas... Elle l'est. Ouais. Moi, sans ça, je pense que j'aurais fait un burn-out. Ouais. Non, c'est un outil ultra puissant, ouais. Et je le conseille dès que je peux aux gens un peu stressés ou autres, parce que je trouve qu'elle est magique, ouais. C'est fou. C'est vrai, je te remercie de l'avoir rappelé d'ailleurs. Ta plus grande victoire? Eh bien, je vais raconter une autre anecdote. J'ai une anecdote qui me plaît bien, ça faisait, on va dire, 1 an et demi que j'avais commencé à créer Agenalogie, que je passais beaucoup de temps dessus, que les choses me paraissaient aller assez lentement, mais bon, elles avançaient petit à petit. Et puis, un jour, j'ai fait mon premier shooting, du coup, avec une fille que je connaissais, et puis une équipe, bref, un beau truc. Et puis pendant le shooting, à un moment, les filles me disent, ce serait bien que tu aies des photos toi aussi. Donc voilà, et puis je dis, bah oui, faisons des photos maintenant, vite fait. T'es sûre, tout ça? Oh oui, tant qu'on y est, machin. Donc je vais à la maquilleuse vite fait, et puis on fait quelques photos comme ça. Et je reçois le shooting quelques jours après, et j'ouvre un peu les photos. Et là, en fait, je mets à pleurer, je suis très émotive, hein. Je me mets à pleurer. Et là, pour la première fois, je me connecte à la concrétisation de ce qui se passe et à la fierté que j'en ai, tu vois, d'être en train de faire ça et de me dire, c'est quelque chose, quoi, tu vois. C'est quelque chose et je me rends compte à ce moment-là... Beau, ça m'émeut. Je me rends compte à ce moment-là que depuis 1 an et demi que je travaillais à faire ça, tu vois, j'avais l'impression de rien faire presque, entre guillemets, tu vois. Alors que là, pour la première fois, je me dis, c'est concret, il y a quelque chose et c'est beau, quoi. Parce que les photos étaient incroyables et je me dis, c'est beau. Et je me dis, mais c'est fou. C'est génial, tu peux être fière, hein. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien? Ouais, il y en a un que j'aime beaucoup. Le contraire m'aurait étonnée. J'en ai plusieurs, bien sûr, mais il faudrait essayer d'être heureux,
ne serait-ce que pour donner l'exemple. Je le trouve sympa parce que dans mon chemin, il y a toujours cette quête-là du bonheur et de l'équilibre et ça me challenge de fou. Je me dis toujours, est-ce que j'ai envie d'un truc à 1000%, où j'ai une grosse boîte, des salariés, où je dois sortir beaucoup de chiffre d'affaires pour payer tout le monde, pour payer un bureau, pour ci, pour ça, ou bien est-ce que je préfère être dans un rythme plus tranquille, plus à l'écoute, avoir beaucoup de temps pour moi dans la journée, pour faire des pratiques ou autre, et ça me challenge de fou, parce que je sais pas exactement ce qui me rendrait la plus heureuse, mais en tout cas, j'essaie vraiment de trouver et de chercher, quoi, du coup. Ouais. Et une dernière question pour toi. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? J'ai pas trop d'idées, mais figure-toi que ça m'a tilté au début, du coup, quand on a commencé à discuter, et maintenant, je dirais Evelyne d'Ayurveda en France. On a un lien très, très, très intéressant. Elle est un peu comme moi, tu vois, quand on se dit le pont entre le rationnel et le spirituel. C'est une nana très badass que je respecte beaucoup et elle fait beaucoup de choses dans sa vie, mais à la fois elle s'écoute aussi beaucoup et elle a fait de grandes choses dans sa vie. Et elle est à la retraite depuis peu, mais elle s'occupe toujours du coup d'Ayurveda en France. Elle fait des retraites chez elle, elle a construit un lieu magnifique à la montagne. Elle fait des retraites pour apprendre à cuisiner ayurvédique. Enfin, elle est prof de yoga aussi. Elle a un chemin de vie vraiment fort intéressant. Et elle a beaucoup à transmettre, ouais. Et okay. Elle est très intelligente. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une femme qui a été, tu sais, à HEC, je crois, à l'époque où il n'y avait que des hommes. Ouais. Et c'est très spécial parce que du coup, c'est des milieux où il faut se montrer un peu tel qu'un homme et justement se réapproprier sa féminité là-dedans et dans le travail et tout ça, c'est un vrai chemin aussi, quoi. Oui, exactement. Écoute, Agathe, merci beaucoup. Vraiment, je me suis régalée d'échanger avec toi. C'était passionnant et on sent vraiment que ce que tu fais t'anime profondément et ça me nourrit et c'est hyper inspirant, vraiment. Donc, merci beaucoup. Bah écoute, moi je suis vraiment honorée et en plus ça m'a remis plein de frissons partout, plein de beaux souvenirs de pouvoir repenser à tout ça et je suis clairement tu fais partie de ces femmes très inspirantes dont je suis fière d'être aux côtés sur le chemin de l'entrepreneuriat et ça me touche vraiment beaucoup. Je trouve que tu es aussi une femme très très inspirante, donc je suis ravie d'avoir pu faire partie de... C'est toi qui vas me mettre les larmes aux yeux. Merci, vraiment, ça me touche beaucoup. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite et je te dis à bientôt. Ouais, à toi aussi, merci Claire. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.